16 mai 1937, c'est un dimanche de Pentecôte. Dans la station de métro Porte Dorée, il y a une foule attendant le métro afin de pouvoir les conduire vers Porte d'Auteuil pour rentrer chez eux. À l'emplacement où les plus aisés peuvent accéder à la première classe, il n'y a que 7 personnes qui patientent. Le métro arrive, les portes s'ouvrent. Les passagers alors s'engouffrent dans la boîte métallique. Et ça tombe bien, car en première classe, il n'y a qu'une seule personne. Une jeune femme qui a l'air endormie. Elle est rousse. Elle porte un petit chapeau blanc, ainsi qu'une petite robe verte. Les portes se ferment. Le métro se met en branle. À ce moment-là, la jeune femme s'effondre. Heureusement, il y a un médecin à bord. Ce dernier s'enquérit donc de la santé de la passagère. Malheureusement pour lui, il ne trouvera qu'un corps sans vie, avec enfoncé à la base du cou un couteau. Ici Ginger, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Aparté criminel. Comme je vous disais donc, une jeune femme rousse est retrouvée morte, assassinée dans le métro parisien. Les cris des passagers alertent l'inspecteur de ligne, Monsieur Favre, et ce dernier décide d'arrêter le métro Porte de Charenton et de faire descendre tous les passagers. La police est alertée et cette dernière arrive quelques minutes plus tard sur la scène de crime. Il faut savoir que à ce moment-là, c'est la toute première fois qu'un crime est commis dans le métro parisien. Donc, les policiers ne savent pas vraiment comment réagir et à cause de ça, il y aura énormément d'erreurs qui seront effectuées à ce moment-là. Par exemple, les différents passagers donc sortent du métro. Ils attendent donc dans la station une demi-heure et au bout de ce laps de temps, les policiers les font repartir sans vraiment les avoir tous interrogés. Ensuite, la pire de toutes les erreurs, c'est qu'ils vont retirer le couteau qui était donc enfoncé dans le cou de la jeune femme. Sauf que ce dernier, en fait, faisait office de tampon. Donc le sang, effectivement, s'écoulait de la plaie, mais pas en grosse quantité. Or, quand un des policiers décide de lui retirer, ça gicle dans tous les sens. Et la pauvre dame était finalement encore en vie. Et malheureusement, elle a été achevée donc par ce move. Ah, et bien entendu, pour couronner le tout, c'est un petit peu la cerise sur le couscous, le pompon sur la Garonne. La personne qui a retiré le couteau n'a pas mis de gants. Donc, s'il y avait des empreintes digitales, eh ben, il n'y en a plus. Bref, donc, nous avons possiblement le suspect qui n'a pas été interrogé et relâché, des empreintes digitales effacées sur quand même l'arme du crime, et la victime qui meurt dû au fait qu'on ait retiré ce foutu couteau. Donc, nous avons une enquête qui s'annonce fort compliquée pour les policiers, mais heureusement, ils ont un petit peu de chance dans leur malheur, le sac de la victime est encore présent. Donc bien entendu, ils décident de fouiller et de vérifier ses papiers d'identité. Nous apprenons donc qu'elle s'appelle Laetitia Toureau, mais que son nom de jeune fille est Nourissa, qu'elle est née le 11 septembre 1907, ce qui fait qu'elle est âgée de 29 ans, et qu'elle est née en Italie, à Ajaccio. Elle habite donc Paris, aux 3 rue Pierre Bayle, dans le 20e arrondissement. Bien entendu, les policiers vont faire leur travail et se renseigner un petit peu plus sur cette personne-là. Et ils vont découvrir qu'elle travaille en tant que manutentionnaire dans une usine qui fabrique des produits d'entretien. Et que de temps en temps, elle fait gardienne de vestiaire dans un dancing ou bal dansant à l'As de Cœur. Nous sommes donc face à une jeune femme tout à fait normale. La question qui se pose, c'est qui a pu commettre cet effroyable crime au sus et à la barbe de tous? Parce qu'il faut savoir que personne n'a rien vu et n'a rien entendu. Comment cela se fait-il? Et surtout, pourquoi?
Les policiers déjà peuvent écarter l'hypothèse du vol, étant donné que son sac, ses papiers, son argent sont tous retrouvés sans aucun manque. Pareil pour le mobile sexuel, étant donné que quand le médecin légiste examine le corps de Madame Toureau, il ne décèle aucune lésion, aucun signe d'agression, hormis bien entendu la plaie à la base du cou. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas une agression sexuelle. Que reste-t-il finalement? Et puis, d'autres questions. Comment le crime s'est déroulé? On sait que Laetitia est montée seule porte de Charenton et qu'elle est retrouvée décédée porte Dorée, un arrêt plus tard. Donc le crime s'est déroulé en un très court laps de temps. Et comme je le disais, sans que personne n'ait vu ou entendu quoi que ce soit. Les policiers font donc face à une énigme et deux hypothèses sont retenues. Premièrement, ce n'est que simplement le crime d'un fou. Secondement, une exécution. Or, concernant cette dernière, cela semble quelque peu étrange et pas très plausible, étant donné que la victime à première vue paraît blanche comme neige. C'est pourquoi ces derniers vont un petit peu plus fouiller dans sa vie et dans son passé. Qui est donc Laetitia Toureau, dite Yolande? Comme je l'ai dit précédemment, elle est donc née en Italie. Elle est issue d'un mariage de deux Italiens. De ce dernier sera conçu deux frères, une sœur, plus Laetitia. Toute la famille, hormis le père qui a décidé de rester vivre en Italie, sont partis à Paris pour essayer de trouver une vie meilleure. Jusque-là, rien de suspect, rien de particulier. Or, 4 jours après l'assassinat, les policiers découvrent un fait quelque peu troublant. Laetitia aurait travaillé pour une agence privée de détectives. Là, les policiers sentent qu'ils sont sur une piste plutôt intéressante. Allant de surprise en surprise, les enquêteurs découvrent ensuite qu'elle fait partie d'un groupuscule lié à l'extrême droite qui s'appelle, ouvrez les guillemets, la Ligue des biens publics. Détail très important, pour y rentrer, il faut être coopté ou parrainée si vous le préférez. En s'informant un petit peu plus, il s'avère qu'elle n'a pas été parrainée par une, mais deux personnes. La première, le patron de l'agence de détective pour laquelle elle travaillait, et la seconde personne, un policier, et pas n'importe lequel, un inspecteur de la police judiciaire. Madame connaît du monde. Donc avec toutes ces révélations, forcément, la police se demande si Toureau n'est réellement qu'une simple ouvrière. Ils fouillent, et ils en apprennent un petit peu plus. Finalement, son travail de manutentionnaire dans les produits ménagers, ce serait qu'une façade, qu'une couverture. En fait, elle serait engagée par le patron de cette entreprise pour moucharder et noter toute information concernant des personnes liées au syndicat et au communisme. Car à cette époque, une révolution rouge est extrêmement redoutée par le gouvernement. À ce moment-là, les enquêteurs commencent à connecter les informations, à soupçonner certaines petites choses. Elle est liée donc à la droite, voire l'extrême droite. Elle est italienne, et là, bingo. Et si Laetitia Toureau était en fait une sorte d'espionne envoyée par Mussolini lui-même? Ça paraît rocambolesque, et pourtant, les policiers donc la soupçonnent de vrai pour Louvre, qui n'est rien d'autre que la police secrète italienne, fondée par Mussolini. Je n'ai pas besoin de vous faire un portrait, vous savez qui est Mussolini. Il a aussi été démontré que notre chère Laetitia entretenait quelques liens avec un autre groupuscule de l'extrême droite. Décidément, ça en fait, hein. Ce qui se nomme la Cagoule, elle-même liée à Mussolini. C'est vrai que là, ça commence à faire de sacrées preuves. Et bien sûr, pour enfoncer le tout, elle a deux amants. Leur point commun? Les deux sont militaires et ils travaillent sur des sites dits sensibles. Le premier sur la ligne Maginot et le deuxième au port de Toulon. That's suspicious, that's weird. Que je résume, juste comme ça. Travaille pour une agence de détective. Elle est liée à l'extrême droite. Elle a deux amants militaires qui travaillent sur des sites sensibles. Tout cela 2 ans avant la guerre. Ça commence à faire beaucoup pour que ce soit une simple coïncidence.
I think not. Vous voulez que j'en rajoute une couche? Je vous disais qu'elle était préposée au vestiaire dans un bal dansant qui se nomme l'As de cœur et fréquentée par énormément de délinquants. Nous avons une autre hypothèse, peut-être qu'elle était indique pour la police et qu'elle a été découverte et qu'elle a été exécutée. Ça pourrait tomber sous le sens. En tout cas, c'est vraiment l'hypothèse de l'exécution qui ressort dorénavant. Ce qui rend l'hypothèse un peu plus plausible de l'indique, c'est que le couteau, c'est un laguiole. Mais un laguiole à cran d'arrêt, arme très souvent utilisée par les délinquants. Donc, on va dire que la balance, à ce moment-là, penche un petit peu plus vers cette hypothèse, mais on garde tout de même en tête le côté espionne. L'enquête patine, la guerre finit par arriver en France. La Seconde Guerre mondiale. Forcément, les Français ont un petit peu d'autres chats à fouetter. En 1948, on a de nouvelles de cette affaire. Et ce, grâce à deux individus internés en hôpital psychiatrique. Oh, j'avoue, là, ça s'annonce mal. Et les deux s'accusent donc du meurtre de cette chère Laetitia Taureau. Bon, il y en a un sur les deux où les policiers se disent qu'il est juste fou et après l'avoir interrogé, ça ne colle pas du tout. Par contre, le deuxième, pourquoi pas, étant donné qu'il a déjà commis un meurtre sur une jeune femme pour lequel il a été jugé irresponsable, que la police l'entend et il va déclarer qu'il lui a asséné, non pas un, mais 2 coups de couteau. Il assure qu'il l'a donc poignardé aux alentours de 13h30. Or, souvenez-vous, ce n'était pas à 13h30, mais aux alentours de 18h30 qu'elle a été retrouvée. Cette piste, elle est refermée. Retour à la case départ. Pas de nouveaux indices, rien de neuf à se mettre sous la dent. Et il faudra attendre 14 ans plus tard, c'est-à-dire 1962, pour avoir un nouveau coup de théâtre dans cette affaire. Et ce coup de théâtre viendra avec une lettre, adressée ni plus ni moins à Max Fernet, directeur de la police judiciaire de la préfecture de Paris. Le mec savait à qui s'adresser. Et cette lettre ne provient pas de France, mais d'Allemagne. Selon les dires de l'auteur, eh bien c'est lui-même l'assassin. Et bien entendu, sinon ça serait pas rigolo, il gardera l'anonymat tout le long de la lettre et ne dévoilera jamais son identité. Mais il va donner certains faits qui fait que la police aurait potentiellement pu le retrouver. Dans cette lettre, il annonce qu'il est médecin. Jusque-là, rien de particulier, de médecin, il y en a beaucoup. Sauf que il est originaire du sud de la France, et plus particulièrement de Perpignan. Il est né en 1915. Au moment des faits, il est âgé de 22 ans. Il est fils d'un médecin, et il monte à Paris pour suivre justement des études de médecine pour avancer dans les pas de son père. Il dira qu'il était plutôt beau garçon, mais qu'il y a une chose qui fait que les filles ne sont pas forcément très attirées par lui au début. C'est son accent du sud. Les filles se moquent pas mal de lui. Et donc il trouve une technique pour faire de ce défaut un atout. Il va se faire passer pour quelqu'un venant de l'Amérique du Sud. Bingo, le mec, il a tout compris. Il a un vrai tombeur, un vrai don Juan. Donc là quand même, on a des détails assez précis et je pense qu'à cette époque-là, dans les années 30, il n'y a pas 160 000 personnes originaires du Sud montant à Paris faire des études de médecine. Surtout qu'il dit qu'il a une voiture, donc à cette époque-là, il y a encore moins de personnes qui possèdent une voiture. Au final, je suis quasi sûre qu'en faisant quelques petites recherches auprès de l'université, ils auraient pu trouver le coupable. Malheureusement, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Prescription. Il dit qu'il fréquente beaucoup les bars et les dancing et qu'il aime beaucoup sortir avec ses copines. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il va rencontrer Laetitia en 1936, un an avant le meurtre. Ce cher inconnu tombe éperdument amoureux de la belle Laetitia. Sauf que malheureusement pour lui, ça sera un amour à sens unique. Elle va accepter de sortir avec lui, mais uniquement dans la voiture de ce dernier ou dans des bars-cafés. Jamais, au grand jamais, elle ne le ramènera une seule fois chez lui. Son histoire d'amour à sens unique s'écoule tranquillement jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, il lui demande sa main. Et là, contre toute attente, elle lui dit oui. Non, je déconne. Elle se fout de sa gueule et elle décline. Donc je vous laisse imaginer l'état de vexation dans lequel notre cher Perpignanais devait être. Après ce magnifique râteau de tous les temps, il décide de l'oublier.
ça y est, c'est fini. Laetitia, il ne veut plus en entendre parler, il ne veut plus la croiser, il ne peut plus la voir en peinture. Ça marchera un petit mois, c'est déjà pas mal. Et puis il va finir par revenir à la charge. Et cette dernière va lui accorder un dîner le 16 mai. Cette date, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Un malheur n'arrivant jamais seul. Elle va décommander leur petit date le matin même. Notre jeune homme du Sud, il n'en peut plus, il est énervé, il a la haine envers Laetitia. Il rentre chez lui et il est comme un fauve en cage. Il ne sait pas quoi faire, mais il sent juste cette rage qui monte et qui monte en lui. Voici, d'après notre cher auteur anonyme, ce qu'il s'est passé. Après avoir longuement hésité, je décidai d'aller la rejoindre à l'Ermitage, où je pensais qu'elle s'était rendue malgré tout. Mais avant de partir, je mis dans ma poche un couteau que j'avais acheté en compagnie de camarades, un jour que nous voulions épater les filles. Je pris ma voiture et me rendis au dancing. Mais lorsque je fus devant l'établissement, ma timidité, ou mon orgueil, reprit le dessus et j'attendis Laetitia devant la porte. Elle sortit vers 18h. Alors que j'hésitais sur ce que j'allais faire, elle alla prendre l'autobus et je la suivis en voiture. J'en descendis rapidement à Porte de Charenton, de sorte que j'entrai dans le métro juste derrière elle, sans qu'elle devinât ma présence. Elle s'installa en première, je montai juste derrière elle et, ne sachant plus ce que je faisais, je l'appelai alors qu'elle venait de s'asseoir. Étonnée, elle se retourna, je sortis mon couteau et lui plongeai dans la gorge. Elle n'eut pas le temps de pousser un cri. Je recalai le corps qui avait basculé et descendis rapidement pour remonter en deuxième classe, dans la voiture suivante. La rame partit aussitôt. Je ne sais comment les gens ne remarquèrent pas mon trouble. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. À Porte Dorée, un remue-ménage m'apprit que le corps était découvert. Comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame. À cet instant, j'envisageais d'aller me renseigner pour savoir si Laetitia était morte, mais j'étais incapable du moindre geste. J'avais peur d'apprendre que je l'avais tuée. Je vis passer la civière et faillis me trouver mal. On me garda environ une demi-heure qui me parut un siècle. Donc face à ce récit, on ne peut que penser une seule chose. Max Fernet, là, ce qu'il lit, ça vient du meurtrier de Laetitia Thourot. Tout concorde. Le coup de couteau, les 30 minutes pendant lesquelles les passagers ont été retenus, etc., etc. Sauf que, comme je vous le disais, cette lettre ne relancera jamais l'enquête. Pour une simple et bonne raison, c'est prescrit. Et c'est pour ça que l'auteur, il a envoyé la lettre, parce qu'il savait qu'il n'y aurait aucune poursuite contre lui. Et puis notre directeur Fernet ne veut pas non plus relancer l'enquête parce que ça coûterait beaucoup trop cher. La vie de Laetitia Thourot ne vaut rien finalement. Ah là, le genre humain alors. Il mettra tout de même 3 choses en exergue sur le pourquoi l'enquête s'est aussi mal déroulée, car à son sens, cela aurait pu être résolu. Premièrement, la police a mal réagi. Le couteau qui a été retiré sans gants, les passagers du métro qui n'ont pas été retenus, qui n'ont pas tous été interrogés. La mauvaise enquête sur les relations de Laetitia Thourot, parce que à aucun moment, si effectivement les dires de l'auteur sont vrais, et ça semble l'être, ça semble concorder, ils n'ont jamais entendu parler d'un homme originaire de Perpignan. Il serait ressorti immédiatement et ils n'en ont jamais entendu parler. Et troisièmement, les policiers sont allés chercher beaucoup trop loin avec toutes ces hypothèses d'espionnage, d'être liés à la police secrète italienne, de l'extrême droite, etc. Parce que ce qu'il notera, c'est que dans 99% des cas, quand une femme est assassinée, eh bien c'est lié à une histoire d'amour, qu'elle soit à sens unique ou non. Alors pour vous, cette lettre, est-ce qu'elle vient réellement de l'auteur des faits ou est-ce qu'encore une fois nous sommes face à un fabulateur? Est-ce réellement un crime lié à une déception amoureuse ou plutôt lié à une exécution politique? Nous ne le saurons malheureusement jamais et c'est à vous de vous faire une opinion. Et n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires. Pour moi, vu tous les détails qui sont inscrits dans cette lettre, je pense sincèrement que c'est le véritable criminel qui a envoyé cette lettre au directeur de la police judiciaire. C'est ainsi que se termine cette mystérieuse affaire de Laetitia Thourot. C'était Ginger, à bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.